c'est à vos 15 ans que vous avez commencé à vous intéresser à la politique. Cet intérêt provient d'une part du choc provoqué par le passage de Jean-Marie Le Pen au second tour des élections présidentielles en 2002, et d'autre part de l'élection de Lula la même année au Brésil. Vous vous décrivez dans votre livre « Plus de femmes en politique » à quel point suivre ces élections vous a marqué et comment votre passion est née. Et puis rapidement, vous avez été marqué par la masculinité de cet univers. Vous avez exercé différents métiers comme juriste, chargé de mission à l'ambassade de France au Cambodge, consultant dans un cabinet d'affaires publiques, et aujourd'hui on vous décrit comme éditorialiste politique, streameuse, podcasteuse, car vous avez créé 2 podcasts, donc le podcast politique Popol et Place du Palais Bourbon. Et vous êtes, donc, comme j'en parlais, l'autrice du livre « Plus de femmes en politique » qui est paru cette année aux éditions Belfond. Donc nous reviendrons sur votre livre qui permet de nous partager les voix de députés, sénatrices, anciennes ministres, collaboratrices parlementaires, de tous bords politiques. Et donc dans votre livre, vous faites notamment l'état des lieux de la présence des femmes en politique. Vous évoquez alors les lois successives qui ont été mises en place pour permettre l'accès aux institutions, avec notamment l'instauration de la parité. Donc ma première question, ce sera: quel est votre avis sur la pertinence de la parité, des quotas et de la discrimination positive? Donc est-ce toujours nécessaire ou est-ce que cela peut conduire au rejet de certaines femmes par des hommes dans les institutions car leur place serait considérée comme illégitime? Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir à 18h, alors que c'est clairement l'heure de l'apéro. Je ne vous cache pas que moi-même, j'ai eu du mal à me déplacer jusqu'ici, mais non, je déconne, avec grand plaisir. Alors, bonne question. Déjà, de manière générale, quota ou pas, en fait, les femmes sont considérées comme étant illégitimes pour s'intéresser aux affaires publiques et à la politique plus particulièrement. Je pense que sans l'existence de quotas, la situation, enfin, on serait quand même dans ce procès en illégitimité qu'on leur fait constamment. Moi, je suis favorable aux quotas parce que je pense que, d'une part, la société est beaucoup plus progressiste que le monde politique, qui reste un monde d'entre-soi, où finalement, toutes les strates de la population, toutes les classes sociales sont assez mal représentées, ou en tout cas ne correspondent pas à la réalité sociologique de notre pays. C'est valable en France, mais c'est tout à fait valable ailleurs. Donc il y a une certaine résistance dans cette espèce d'entre-soi, où les femmes étaient totalement exclues, légalement exclues, institutionnellement exclues, depuis avant 1944 et 1945 dans les faits, en pratique. Et à mon sens, les quotas peuvent permettre en fait d'habituer à la présence de personnes exclues, naturellement, ou comment dire, pas naturellement, mais mécaniquement, culturellement exclues d'un environnement. Donc en fait, ça nous habitue de voir des têtes différentes, ça nous habitue à voir des femmes, en l'occurrence, parce que c'est celles qui sont visées par ces lois sur la parité. Et c'est en fait assez vrai. Je parle d'une anecdote dans le livre, parce que non seulement ça habitue les hommes à ne plus être entre eux, et à se dire « Ah tiens, en fait, il peut y avoir aussi des femmes », et en plus de ça, ça permet de faire reculer le sexisme, en fait, au sein de la sphère politique. Laurence Rossignol, qui a été ministre aux droits des femmes pendant un certain temps et qui a bien roulé sa bosse, comme on dit familièrement, en politique, parce qu'elle a un parcours assez riche. Elle a vraiment fait une carrière politique, on peut le dire, mais militante aussi, notamment féministe, me racontait qu'elle avait eu le plaisir d'assister au premier conseil des ministres parfaitement paritaire. Et elle me disait, vous savez, avant ça, il m'était arrivé de voir certains collègues masculins faire des remarques sexistes, et bon, voilà, il y avait quand même 2-3, dont elle, parce qu'elle était considérée un peu comme la féministe de service, qui se voyaient, enfin, qui les reprenaient, mais globalement, c'était « oh, ça va, c'est une blague, c'est pas si grave, hop, on passait à autre chose ». Elle dit, la fois où on a eu ce premier conseil des ministres totalement paritaire et qu'il y en a un d'entre eux qui a tenté une blague sexiste, en fait, il s'est pas pris 3-4 regards noirs, il s'est pris la moitié de la salle, la moitié de la table, à le regarder comme si ce qu'il venait de dire n'était pas acceptable. Donc déjà, avec ça permet en fait, je pense, de changer les pratiques en forçant un peu la présence des femmes. Donc, moi, je suis tout à fait favorable aux quotas et aux lois sur la parité. En revanche, elles ne sont pas suffisantes. Parce que ce qu'on a constaté,
enfin, il faut une véritable volonté politique derrière, parce que d'une part, il y a le phénomène de la parité de façade, c'est-à-dire que vous allez avoir effectivement tant de femmes et tant d'hommes, 15-15 disons, mais les femmes vont peut-être se retrouver dans des situations, dans des postes un peu subalternes, ou en tout cas pas forcément sur le devant de la scène. C'est ce qu'on a énormément reproché notamment à Emmanuel Macron, d'avoir effectivement fait monter des femmes en politique, mais forcément leur laisser plutôt le second rôle, en tout cas lors de son premier quinquennat. Et on lui a tellement reproché lors de son premier quinquennat, parce qu'il se gargarisait d'être le féministe absolu, etc., qu'elle changeait, révolutionnait la place des femmes en politique en France. Et en fait, on lui a rappelé que non, il fallait quand même faire preuve davantage de volonté pour effectivement avoir une femme première ministre, une femme à la tête de l'Assemblée nationale, même si ces rapports avec Yael Braun-Pivet sont très compliqués, que ça l'emmerde profondément que ce soit elle à la tête de l'Assemblée nationale, mais ça c'est une autre histoire. Bon, bref. Et donc, du coup, il y a ce phénomène de parité de façade, d'une part, et il y a un autre phénomène qu'on a remarqué de manière assez inédite. Parce qu'en fait, quand on parle de parité, on a le sentiment que ça va toujours dans le bon sens. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis la mise en place des lois sur la parité, donc début années 2000, fin 90, il est clair qu'en fait, la place des femmes, notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, est devenue de plus en plus importante. Donc on pensait qu'on était dans une marche qu'on ne pouvait plus arrêter, et que c'est devenu presque naturel, et que plus le temps allait passer, jamais ce chiffre-là, la place des femmes en politique n'allait reculer, en tout cas à l'Assemblée nationale et au Parlement de manière générale. Et en fait, ce qu'on a constaté avec les dernières élections législatives, c'est que cette place a reculé. Pas beaucoup, hein. On est sur un point de pourcentage, ce qui n'est pas énorme. On est passé, je ne sais plus, de 38,9 à 37,9 ou un truc dans le genre. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même assez inquiétant. Donc, en fait, ces lois sur les quotas ont été bien pensées, à mon sens, mais n'ont pas anticipé le potentiel retour, le potentiel backlash qu'on connaît aujourd'hui et qui est particulièrement inquiétant, en fait. Merci beaucoup. Oui, du coup, sur le monde politique et les femmes, vous dites que dans la société, il y avait un sondage qui disait que 86% des Français étaient favorables à voir une femme présidente de la République, mais que la classe politique le serait beaucoup moins. Comment vous expliquez cette différence entre la classe politique et la société ? C'est une très bonne question, et ça me permet de faire un petit retour en arrière sur ce que je disais en introduction pour répondre à la première question. On a vraiment un décalage sociologique. Je veux dire, la politique, la question de la représentation, la représentativité en politique, c'est quand même un véritable enjeu. Enfin, vous voyez bien, même si il faut quand même le souligner, et je pense sincèrement que la NUPES a joué un rôle assez important là-dessus. Il y a une certaine... il y a ce gap sociologique, en fait, entre la population et l'Assemblée nationale, c'est un peu restreint. Mais en fait, on se rend compte que c'est un phénomène qui se creuse de plus en plus, le décalage sociologique entre la population et la représentation politique. Dans les années 50, 60, il y avait encore beaucoup d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a peut-être 2, 3, grand max, ce qui est quand même pas mal sur 577 députés. Et donc du coup, je pense sincèrement que... Bon, je vais dire, entre nous, on est entre nous. Okay. Je vais le dire. La classe politique, c'est à mon avis, c'est vraiment un truc de vieux mec blanc entre soi. Et c'est dramatique à le dire, ça me fait chier de devoir le dire comme ça, mais je pense que c'est la meilleure définition qu'on peut dire, enfin qu'on peut trouver. D'ailleurs, je le dis dans le livre. Si on répond pas à ces critères-là, sans compter qu'il faut par ailleurs être plutôt d'un milieu sociologique relativement bourgeois, d'une classe sociale assez élevée. Si on est catholique, et pourquoi pas pratiquant, mais en tout cas un petit peu, c'est encore mieux. Voilà, il faut répondre à un certain nombre de critères qui ne sont plus la réalité de la société aujourd'hui, qui ne le sont plus. Alors qu'il était peut-être effectivement, lorsque le général de Gaulle était encore là, feu, à son âme, mais ce n'est vraiment plus la réalité aujourd'hui. Donc en fait, étant donné que la place politique a tout... Enfin, c'est simple, c'est quand même eux qui décident. C'est eux qui organisent les règles. C'est eux qui maîtrisent le jeu. À quoi bon... Enfin, pourquoi on changerait ? Je veux dire, ils sont là, ils ont leurs privilèges, ils sont tranquilles.
personne ne comprend rien à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Sénat, personne ne sait comment les sénatrices et les sénateurs sont élus. À quoi, enfin, je me mets à leur place, et je leur dis, bah, évidemment, c'est vrai que pourquoi on changerait, quoi. Donc, il y a quand même cette réalité, et je sais que les gens n'aiment pas trop qu'on le dise, et surtout pas les personnes qui sont engagées en politique, parce que tout le monde n'est pas engagé en politique pour les privilèges que ça implique, heureusement d'ailleurs. Mais on voit bien que quand même, quand il s'agit de revenir sur le cumul des mandats, bon, bah, quand même, non, c'est embêtant. Quand il s'agit de faire une loi sur la parité pour qu'il y ait plus de femmes, ah mais vous allez sacrifier des hommes pour des femmes incompétentes, alors, on entend toujours ça. Quand il s'agit aussi par exemple, d'investir aussi des personnes avec des backgrounds sociologiques différents, ben là c'est très compliqué, mais on va quand même pas sacrifier une élection pour plus de représentativité. Donc ça c'est un vrai enjeu. Et j'ai le sentiment qu'on n'a pas forcément envie de se poser cette question, parce que finalement, ceux qui sont là et qui sont accrochés à cette espèce d'ordre établi qui leur convient bien, bah, clairement n'ont pas envie de faire changer les choses. Et celles et ceux qui, de l'extérieur, tentent de les faire bouger, sont décrédibilisés, moqués, pas du tout pris au sérieux. On parlait de Paul Larouturou tout à l'heure. Tout ça parce que le mec a l'air sympa. Il y en a plein qui disent « Ah, mais c'est pas super politique. » Enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi on pourrait pas être politique et sympa et vouloir le bien des autres? C'est quand même ahurissant, quoi. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment... s'il y a bien un endroit où les codes de la société patriarcale qui pèsent, et on le dénonce de plus en plus, et heureusement d'ailleurs, il y a de plus en plus de prise de conscience par rapport à ça, mais pas que, hein, de la société capitaliste aussi, colonialiste, classiste et d'autres, c'est bien la classe politique qui, à mon avis, est la plus en retard. Ça est clergé, quoi. Pour rester sur ce qui se passe spécifiquement dans ces institutions, donc, dans le livre, vous décrivez ce qui se passe dans les milieux inofficiels des institutions, avec notamment ce que certains appellent les dîners-travail. Donc ma question, c'est dans quelle mesure les réunions informelles qui peuvent avoir lieu peuvent conduire à exclure certaines femmes des prises de décision? Alors, déjà, ces moments informels ont lieu. Bon, vous êtes au courant que la répartition des tâches au sein des foyers en France, il y a encore pas mal de choses à faire. Que majoritairement, ce sont les femmes qui s'occupent de leurs enfants et qui leur donnent le bain, leur fait faire les devoirs, bref. À partir du moment où vous organisez une réunion à 21h ou à 22h, ou un dîner en pleine semaine ou quoi, on sait très bien qui va se coltiner les gosses. C'est la femme, c'est rarement le mec. C'est encore bien pour les femmes qui sont en situation de monoparentalité, parce qu'on peut considérer qu'il y a quand même un certain nombre d'avancées, on peut le voir dans nos vies intimes, chacun, sur la répartition des tâches, et tant mieux. Je pense que ça s'améliore clairement, qu'il y a une bonne prise de conscience et qu'il faut aller dans ce sens. Néanmoins, par exemple, pour les femmes qui sont en situation de monoparentalité, il y en a beaucoup. Ce sont généralement les femmes qui sont les plus précaires, qui ont accès à des emplois à temps partiel, parce qu'elles doivent s'occuper des enfants, etc., et qui n'ont pas forcément les moyens de les faire garder, par exemple. Donc quand vous êtes une femme, très concrètement, que vous voulez vous rendre à ce dîner qui est organisé par votre section du Parti communiste ou du Parti socialiste, ou que sais-je, du Parti Les Républicains, si vous voulez, il faut vous trouver un moyen pour faire garder vos enfants. La majeure partie du temps, c'est ça. Et on voit, je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, je sais plus qui avait sorti ça, mais je crois qu'elle est sortie dans la bouche de plusieurs élus qui font remarquer ah oui, mais comment tu t'organises, comment tu fais ça? Oh, j'ai une épouse fabuleuse. Ah. Donc voilà. Donc du coup, ne serait-ce que d'organiser ces temps de convivialité sur des plages horaires où on sait que les femmes sont quand même celles qui sont les plus prises, pour lesquelles c'est le moins évident, c'est aussi une façon de les exclure, même si c'est pas forcément volontaire. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui notre société est construite de cette manière et que beaucoup sont exclus à cause de ça. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a aussi le phénomène du boys club, mais qui n'est pas qu'en politique, hein, on peut le voir dans plein d'autres domaines. On peut le voir aussi dans les écoles, on peut le voir aussi dans les universités.
Et ce truc genre, allez, viens, je te tape derrière le dos, on va boire une binge ou un truc dans le genre, bon, les femmes peuvent le faire, hein, c'est clair. Mais on sent que c'est pas toujours évident et que c'est pas toujours bien vu. Il y a Mathilde Panot qui m'a raconté un truc assez rigolo aussi dans le livre. Enfin, rigolo, non, c'est abominable. Mais bon, je vous le dis comme ça, je sais pas pourquoi rigoler me vient à l'esprit, mais peu importe, c'est quand même une anecdote. Elle me disait, quand j'ai débarqué à l'Assemblée nationale, donc relativement jeune pour la moyenne, c'était il y a du coup 5 ans, donc son premier mandat en 2017. Juste pour resituer, Mathilde Panot est donc présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale aujourd'hui, et elle était vice-présidente pendant 5 ans, tant que Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas lâcher la rampe, qu'il a enfin lâché, tout à fait, enfin, bref. Et il a été trop sympa, il l'a nommée vice-présidente. Donc du coup, forcément, il passait son temps avec elle, ou elle passait son temps avec lui au début à l'Assemblée, et elle me racontait qu'à chaque fois qu'elle débarquait au café, au bar de l'Assemblée nationale, les personnes qui l'accueillaient lui disaient « Monsieur Mélenchon, on vous a déjà dit, vous pouvez pas venir avec votre collaboratrice parlementaire. » Voilà. Donc il y a toujours aussi ce fait de renvoyer les femmes dans des trucs un peu plus, moins de sociabilisation, un peu plus subalterne, genre bah, toi t'es pas députée, désolée t'es plutôt collaboratrice, sachant qu'il y a effectivement moins de femmes à l'Assemblée nationale élues, mais qu'il y a beaucoup plus de collaboratrices que de collaborateurs. Voilà. Ça c'est aussi, on peut se poser la question. Et ça c'est une anecdote que j'ai découverte après, que j'ai pas pu rapporter dans le livre, parce que c'était à l'occasion d'une rencontre avec des collaboratrices et collaborateurs parlementaires de l'Assemblée nationale qu'elles m'ont raconté. Il y a un moment assez clé dans la vie parlementaire qui est celui des questions au gouvernement. Les questions au gouvernement, c'est un peu le moment où tu as tous les débats, enfin, les ministres déjà qui débarquent, évidemment, mais pas que. Il y a aussi les journalistes qui sont là à faire la queue dans la salle des 4 colonnes pour aller poser des questions aux députés. Puis en plus, c'est retranscrit à la télé, donc voilà, tout le monde veut être là, présent pour les questions au gouvernement. Et les collaboratrices m'expliquaient que pour elles, c'était un moment où enfin, elles pouvaient être un peu tranquilles, retourner dans le bureau pour bosser sur les sujets de fond, parce qu'elles savaient que leurs députés étaient dans l'hémicycle et que du coup, elles pouvaient avancer sur les dossiers. Alors que, elles nous disaient, la majeure partie des hommes collaborateurs, eux, vont trouver que c'est le bon moment, bah, justement, pour aller se faire pote avec les journalistes, pour aller rencontrer les collaborateurs ministériels, etc., etc. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... je pense que ça l'est, presque culturel. On apprend aux hommes d'aller réseauter, de se faire des amis, etc. Mais c'est valable aussi dans le monde de l'entreprise. Là, on a vu émerger ces dernières années des endroits de réseautage pour les femmes, de networking uniquement pour les femmes. Parce que les femmes se rendent compte qu'elles sont un peu laissées de côté par ces hommes qui s'organisent et qui sont dans cette espèce de boys club. Donc il y a aussi ça qui joue, à mon avis, pas mal. Non, merci beaucoup. Ma prochaine question, c'est comment est-ce que vous expliquez qu'on demande à des femmes politiques d'assumer, plutôt d'embrasser des codes qui ne sont pas les leurs. Et là, je pense au meeting de Valérie Pécresse, par exemple, où on lui demande de prendre une voix grave à Merkel, à Marine Le Pen, etc. etc. Et quelles en sont les conséquences de cette application de ces codes? Alors, pourquoi ces femmes font ça? C'est la question qu'il faut d'abord se poser. Pendant très longtemps, les femmes ont été très 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 minoritaires dans les instances de pouvoir politique. Et quand je dis très minoritaire, c'est de l'ordre de 4%. Quoi. Enfin, on est vraiment... bon. Donc beaucoup d'entre elles, lorsqu'elles ont pu accéder à ces postes, se sont volontairement, presque mécaniquement, pour celles et ceux qui font un travail très volontaire, de déconstruction, etc. On n'est pas toutes et tous en capacité de le faire seuls, déjà. Il y a un certain nombre de choses qui nous échappent, qui sont tellement intégrées dans la pensée collective et dans nos façons d'agir et d'interagir avec les unes et les autres, et les uns et les autres, que du coup, on a forcément besoin aussi qu'on nous mette parfois sous le nez des évidences, pour qu'on puisse en être consciente et conscient. Donc il y a, je pense, pas mal de choses à faire aussi à ce niveau-là. Parfois, de manière peut-être totalement inconsciente, des hommes vont être auteurs de sexisme sans forcément s'en rendre compte. Et ça, c'est quand même assez grave. Ça peut nous sembler être une aberration, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, effectivement, qu'il faut impérativement expliquer.
Et donc c'est pour ça qu'il y a tout un groupe d'élus et de collaboratrices et de collaborateurs à l'Assemblée nationale notamment, qui demandent à ce que les parlementaires soient formés lorsqu'ils arrivent à l'Assemblée, il et elle arrivent à l'Assemblée, afin justement d'être formés au sexisme en disant bah voilà, tu vois, tu peux plus du tout en fait au sexisme, mais pas que aussi aux violences sexuelles et sexistes, tu peux plus en fait mettre une main au cul à ta collègue, c'est pas possible. Parce qu'il y en a plein qui disent oh ça va, et ça reste encore, c'est assez chaud quand même. Bref, donc du coup la formation, l'information aussi, je pense que c'est vraiment des moyens assez importants pour sortir de ces stéréotypes, et le fait aussi effectivement d'amener des gens différents pour se rendre compte qu'en fait nos expériences à chacune et chacun sont différentes, et ça relève aussi, ça renvoie à tout ce qui est débat féministe sur l'intersectionnalité, l'universalisme, etc. En fait, on peut pas dire qu'on a toutes et tous nos expériences. Nos vies nous construisent, nos positions sociales, notre background culturel, ce par quoi on est passé, etc. Les épreuves de la vie nous construisent aussi. Et je pense qu'il est super important que les autres puissent en être conscients. Donc certainement par la formation, pourquoi pas aussi juste des groupes de parole. Ça peut sembler un peu anodin et débile comme ça, mais pas du tout en fait. Le fait de pouvoir partager ses expériences et laisser entendre aux autres que par exemple le comportement qu'il ou elle a eu était pas conforme à une attente d'une vie en société, c'est super important en fait de venir vraiment mettre des mots aussi sur des expériences et sur des comportements, ce qu'on fait très peu parce qu'en politique on se dit bon, faut que je ferme ma gueule sinon on va pas m'aimer, ou alors on va considérer que je suis celle qui vient faire tout le temps la rouleau de service. C'est souvent ce qu'on reproche aux féministes en politique, tout le monde dit oui bon ça va, elle exagère, ça c'est la majeure partie du temps. Et donc voilà. Donc lutter sur ces stéréotypes, et puis forcément ça commence dès le plus jeune âge en fait, c'est pas qu'en politique, c'est aussi lutter contre les stéréotypes à l'école, dans nos milieux aussi intimes et personnels, c'est un combat de tous les jours en fait. Pas de solution miracle, mais je pense que c'est long mais nécessaire. Merci. J'ai une question sur les rôles modèles. D'abord, quelle est leur importance? Et est-ce que quelqu'un comme Marine Le Pen, par exemple, qui est une femme, on peut dire non féministe, à la fin c'est quand même utile ou pas? Est-ce qu'on se dit, ça fait quand même un rôle modèle en tant que femme, mais après ce qu'elle défend, ça se débat, quoi. Alors oui, ce qu'elle défend, ça se débat, c'est même... je vais commencer par ça, c'est trop tentant. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, mais peu importe, c'est ma position. Et je pense qu'il faut le rappeler. Marine Le Pen est raciste, je le dis. Voilà, elle est antiféministe, elle est raciste, elle est... bref. Non, parce que parfois, il y en a qui font leur non, finalement, pas tant que ça. Si, voilà. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de le rappeler, je le rappelle. Et vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Vous pouvez venir débattre, je ne changerai pas d'avis. Voilà. Je vous préviens, ça sert à rien. Effectivement, c'est pas forcément un modèle, alors pas pour tout le monde, hein, clairement, et j'espère que c'est pas un modèle pour trop de personnes non plus, parce que je trouve ça assez inquiétant. Mais le fait qu'il y ait une représentation de femmes, c'est quelque chose d'important. C'est difficile à admettre, mais c'est vrai. C'est comme Elisabeth Borne, d'ailleurs, ancienne d'ici, je crois. Big up, quand même. Moi, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas pareil. Je pense pas que ce soit une féministe acharnée, loin de là. Clairement, il n'en demeure pas moins que on voit une petite fille qui va voter avec ses parents. Elle voit que des mecs sur les affiches. Elle se dit ah bon, c'est pas fait pour moi quoi. Si elle voit des femmes, peu importe les femmes, malheureusement. Après, on lui expliquera que voilà. Que le racisme c'est pas bien non plus, il y a plein de choses à expliquer aux enfants aussi. Voilà, on peut se dire, ok, moi aussi je peux y accéder, peu importe. Et c'est aussi encore plus important, et ça je parlais beaucoup avec la députée Les Filles de Paris, Danielle Obono, qui me disait que la nécessité aussi des rôles modèles de femmes racisées en politique. Elle me disait... de voir Christiane Taubira à la télé, pour moi, ça a été super important. Et elle se rend compte elle-même aujourd'hui, étant donné qu'il y a très très peu de femmes racisées
à l'Assemblée nationale, plus maintenant avec la dernière vague d'élus, mais quand même trop peu. Elle me disait qu'elle se rendait compte de la responsabilité qu'elle portait en fait, du fait d'être une femme jeune, racisée, à qui on attend beaucoup, parce qu'elle me dit, je sais qu'il y a plein de jeunes femmes qui s'identifient à moi et qui se disent, bon bah voilà, moi je peux y aller aussi parce qu'elle peut y aller, donc je ne vois pas pourquoi moi je pourrais pas y aller. Et elle me dit, en fait, je me suis rendu compte que c'était une responsabilité de ouf. Dans le sens où elle se dit qu'elle n'a pas de mal à l'erreur parce qu'elle ne peut pas les décevoir tellement elles sont peu nombreuses aujourd'hui à pouvoir les représenter dans cette enceinte politique. Donc les rôles modèles sont fondamentaux, mais vraiment fondamentaux. Et c'est valable dans n'importe quel secteur, pas dans la politique, hein, c'est valable de partout. Pour qu'on puisse se projeter et se dire, ok, c'est fait pour moi aussi, je vais pouvoir y aller. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais aborder le sujet, le sujet MeToo politique. Donc la parole des femmes, elle s'est beaucoup libérée grâce au mouvement MeToo, donc dans plusieurs secteurs. Et donc ma question c'est, est-ce que c'est suffisamment le cas en politique? Et surtout, est-ce que ces paroles sont entendues? C'est une question compliquée pour moi parce que ça fait des années que j'essaie de bosser sur cette question. En fait, moi je suis passée en cabinet d'affaires publiques, donc grosso modo, c'est un cabinet de lobbying, hein, ni plus ni moins. Et j'ai vu des choses vraiment très désagréables à voir. J'ai constaté des choses très désagréables à constater. Et assez rapidement, j'ai compris qu'il y avait une impunité totale, en fait, de la part d'un certain nombre d'élus. Toujours en poste aujourd'hui, voilà, notamment. Et qu'il y avait une omerta totale. C'est-à-dire que les femmes que je connais, plutôt jeunes pour la plupart, ne veulent pas parler de leur histoire, de ce qui leur est arrivé. Moi, je leur dis, bon, allez, mais il faut quand même essayer de... Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux pas en parler? Non, je ne témoignerai jamais. Parce que ces mecs sont dans une situation de position qui sont tellement dominantes où la vie de ces femmes en dépend, en fait, pour la majeure partie d'entre elles. Leur vie professionnelle, en tout cas. Quand on est jeune assistant parlementaire... et qu'on veut par exemple dénoncer le président de l'Assemblée nationale, je ne dis pas que c'est le cas, hein, prenons un exemple, ou le président du Sénat, ou alors le président d'une commission d'un groupe parlementaire quelconque, c'est vraiment chaud, quoi. Il faut quand même se dire, ok, donc là j'ai niqué ma carrière, c'est fini, quoi, c'est sûr. Donc avant de parler, ces femmes prennent beaucoup de temps, à raison, parce que c'est... Enfin, je ne dis pas que ça ne devrait pas être comme ça, mais ça l'est, concrètement. C'est-à-dire qu'une femme qui parle potentiellement perd absolument tout. Sans compter que souvent, en plus, les personnes qu'elles accusent vont faire un procès en diffamation, parce que bon voilà, quand même, on pourrait peut-être pas non plus, non seulement remettre en cause leurs paroles, mais en plus de les avoir agressées, bien les pourrir. Donc généralement, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est leur seul moyen leur seule réponse, en fait, pour la majeure partie des cas. Donc il y a vraiment c'est l'endroit de la politique, la politique est un endroit où on est encore, c'est encore très difficile, pour pas dire quasi impossible, de dénoncer des actes de violence sexuelle et sexiste. Dans un entre-soi qui est très fermé, c'est vraiment faut prendre l'image d'une famille. Quand Camille Kouchner a écrit son livre La Grandeur familiale pour dénoncer des violences sexuelles et sexistes au sein de sa famille, de la part d'une personne de pouvoir très importante. Elle savait qu'elle s'exposait à faire éclater une partie de sa famille. Enfin, c'est comme quand vous êtes victime de violences sexuelles et sexistes au sein de votre famille, dans un cadre vraiment très, très restreint, construit. Vous hésitez parce qu'on peut vous dire en même temps ça va foutre la merde. Bon, bref, moi j'ai des amis, j'ai une amie proche d'enfance qui a vécu ça, et quand elle allait voir sa mère pour lui raconter que son cousin l'avait violée, la première chose qu'elle lui a dite c'est tu vas pourrir ma vie de famille. Et la politique c'est ça aussi, en fait. C'est ce qu'on va dire à une femme qui veut témoigner de violences sexuelles et sexistes. On va lui dire attends, là tu vas foutre la merde sur le parti, on est déjà mal politiquement, il y a des élections qui arrivent, c'est vraiment pas le moment, donc tu te tais quoi. C'est ce qui s'est passé pour Sandrine Rousseau, Isabelle Attard et toutes celles qui ont décidé d'ouvrir, de libérer leur parole et d'en parler, de parler des agressions récurrentes, vraiment
voire systémique de la part de Denis Baupin au sein de LV. Elles ont dû quitter en fait le parti à l'époque. Sandrine Rousseau était tout de même porte-parole. D'une part, elle n'a pas eu de soutien en interne, zéro soutien. Elle a dû se mettre en retrait de la vie politique, c'est-à-dire à quel point elle avait vraiment fait une croix sur sa carrière politique pour pouvoir dénoncer des actes de violence. Donc la politique, on en est vraiment là, sachant qu'en plus, on peut aussi s'inquiéter du fait que ces hommes tout-puissants ont quand même des accointances assez évidentes avec le monde des médias. Le monde judiciaire, non, parce qu'il y a quand même une indépendance de la justice, et heureusement. Mais en plus, les hommes se protègent entre eux. Bon, vous voyez, quand Adrien Quatennens c'est quand même admet, à travers un communiqué de presse, qu'il est auteur de violence à l'encontre à l'égard de son épouse, et que derrière, il y a vraiment le grand pape du parti LFI qui dit non mais c'est un brave homme, c'est quand même un super homme politique, je dis pas, bon bah il y a quand même aussi cette réponse d'entre-soi et de défense entre mecs, hein, voilà, qui se met en place, et face à ça, une femme dont la parole est discréditée déjà de base, hein, qu'elle soit victime ou pas, de base, quand elle essaie de dénoncer, ou qu'elle souhaite dénoncer des actes, des violences, des agressions, je pense qu'elle y réfléchit vraiment à plusieurs reprises. Sachant que, en plus, la menace, moi j'ai quand même, du coup, je suis quand même arrivée à avoir des témoignages anonymes. J'ai en tête quelqu'un qu'on a menacé d'ailleurs, vraiment de pourrir en fait, dans sa vie professionnelle et personnelle. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, cette femme a perdu son emploi et aujourd'hui elle est très très mal en point, elle ne peut plus retravailler. Enfin voilà, elle a vraiment pourri sa vie à cause de ça. Donc c'est vraiment très très compliqué. Et le MeToo politique d'ailleurs, on l'a vu, hein, émerger à cet art. Enfin, la vague MeToo, la première vague MeToo, c'était 2017. Dans quelques domaines, pas mal de domaines, le cinéma notamment, le théâtre et d'autres. Et la politique, c'est fin 2021. La tribune MeToo politique, on l'a signée il y a 1 an, pile poil. Donc il y a eu quand même un train de retard. 4 ans. 4 ans que des femmes, moi notamment, cherchaient à faire sortir en fait les affaires. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que contrairement à beaucoup d'autres vagues MeToo, où on était vraiment dans la dénonciation presque nominative de personnes, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque la vague MeToo politique est sortie, donc il y a un pile poil sur les réseaux sociaux, on était toujours dans quelque chose de très vague. Les femmes qui témoignaient n'ont jamais balancé qui que ce soit, ni même leur position précise. Elles disaient un élu m'a fait ça. Un ancien membre d'un conseil municipal. Enfin, voilà. Donc, pour comprendre en fait à quel point la parole est encore très difficile pour être libérée dans ce contexte. C'est pas faute d'avoir essayé aussi de mettre en place notamment des cellules pour venir, pour que les femmes puissent dénoncer, et les hommes d'ailleurs aussi, parce qu'il y a aussi des actes de violence, notamment dans le monde politique, à l'égard de jeunes hommes, il faut le dire quand même. C'est assez courant. Et peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, effectivement. Donc il y a des cellules qui ont été mises en place dans les instances parlementaires, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais en fait, elles sont aberrantes, parce que typiquement, au Sénat, pour que l'affaire soit transmise au parquet, que la justice soit vraiment saisie de l'affaire, il faut que ce soit le président du Sénat qui la transmette. Sauf que le président du Sénat est lui-même visé par des affaires. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas, vous imaginez aller voir Gérard Larcher, alors que c'est lui votre adversaire, et lui dire « Ah salut, j'ai une plainte contre toi, tu peux passer au procureur ». C'est très compliqué. Donc voilà, il y a vraiment énormément de boulot à faire. Il y a des préconisations, hein. L'Observatoire, par exemple, des violences sexuelles et sexistes, qui a été créé au lendemain de la diffusion de la publication de la tribune MeToo politique,
a fait un certain nombre de préconisations, notamment, d'ailleurs, vous allez recevoir quelqu'un de la HATVP, c'est ça. Pourquoi pas étendre en fait les fonctions, vous pourrez leur poser la question, de la HATVP pour vérifier que, que les personnes qui sont investies à des postes à responsabilité ne sont pas connues pour des actes de violence, notamment sexuels et sexistes. Dernière question avant les questions du public. Je me demandais si là, par exemple, il y avait une femme de l'amphithéâtre qui voulait s'investir en politique. Quel conseil est-ce que vous lui donneriez? Quelle astuce? Quelle chose à pas faire, éviter, etc., etc. De savoir où vous allez mettre les pieds, de bien vous renseigner, d'y aller parce que c'est important, hein, il faut plus de femmes en politique, hein, c'est clair. Mais vraiment de le faire en connaissance de cause. Sachez que c'est vraiment pas un univers fait pour que les femmes s'épanouissent, mais après le militantisme, notamment politique, partisan, c'est aussi... c'est un univers génial, quoi. Moi, j'ai jamais autant... après, je compare ça à des moments de joie que vous pouvez retrouver dans le sport ou dans n'importe quelle autre activité collective, mais c'est super chouette, en fait, de s'engager pour une campagne, dans une campagne politique, vous rencontrez des gens absolument fantastiques, qui sont totalement convaincus aussi par les idées qu'ils défendent. Donc c'est super inspirant et très, très, très chouette, c'est un environnement vraiment génial. Mais clairement, quand oui, vous êtes une femme, il faut aussi se rendre compte que c'est pas forcément l'endroit le plus bienveillant de la Terre. Donc renseignez-vous, demandez-vous aussi pourquoi vous le faites, ça c'est intéressant. Si vous le faites pour être Première ministre ou faire carrière, franchement, bonne chance, c'est pas forcément la bonne idée. Mais voilà, essayez aussi de vous entourer de personnes sur lesquelles vous pouvez vous reposer, parce qu'il y a ça aussi, on peut se sentir très seul quand on se retrouve dans un environnement qui est pas forcément très bienveillant. Faites-le à plusieurs, c'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais donner. Ouais. Il y aura encore plus de femmes en politique. Merci beaucoup, encore une fois, merci d'être venu. Donc maintenant, on va passer un temps de questions du public. Donc n'hésitez pas, je pense qu'on va éviter de vous passer le micro, parler fort et distinctement. Et j'en profite juste pour vous dire qu'on a plusieurs livres. Si vous voulez acheter le livre de Léa Chamoncel, Plus de femmes en politique, c'est possible. Venez nous voir à la fin de la conférence, on sera là, quoi. Et donc maintenant, la parole est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez bien du coup démontré le fait qu'il y a un gros décalage entre l'évolution des mentalités de la société et l'évolution des mentalités dans la sphère politique, et qu'elle était surtout liée au fait que la sphère politique était clairement une microsphère. Comment, selon vous, on va réussir en fait à modifier les mentalités dans cette microsphère? Est-ce qu'on va devoir, même si c'est une réforme purement symbolique d'avoir supprimé l'ENA, est-ce que c'est une mesure qui va dans ce sens-là, et à quel point c'est vraiment la société qui va réussir à changer le monde des mentalités du monde politique? C'est une très bonne question. Moi, je pense que les partis politiques ont un rôle fondamental à jouer dans ce renouvellement en fait, politique, parce que ce sont eux qui investissent les candidats, ce sont eux qui décident de la stratégie politique à adopter, etc., notamment en période de campagne. Et c'est vraiment le corps intermédiaire entre la population et les élus, en quelque sorte. Donc je pense qu'il faut que les partis politiques aient une volonté très affichée, très affirmée, de changer l'offre politique, parce que c'est pas que les personnes qui sont élues, c'est aussi les personnes pour qui on peut voter. Donc si on a toujours le même type de personnes qui sont investies, c'est vrai que le choix, je sais que c'est très mercantile comme concept de dire l'offre politique, mais c'est une offre. Donc quand je vais voter, j'ai une offre devant moi et je peux choisir. Voilà. C'est comme quand on va faire ses courses, s'il n'y a que du raisin, on achète du raisin. S'il y a des bananes et des pommes, on est content peut-être d'acheter des bananes et des pommes. Donc, voilà, la politique c'est aussi ça en réalité, c'est une offre. Que ce soit sur le plan des idées, mais aussi de l'incarnation.
enfin, de comment le projet politique qui est proposé par les partis, etc., est incarné. Et je pense que, ouais, en fait, il faut vraiment que les partis politiques se saisissent, en fait, de ça, parce que si on change les règles, on peut prévoir de la parité, par exemple. C'est ce qui est le cas, les lois sur la parité s'appliquent aux partis politiques, mais il y a toujours un moyen de les contourner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, chaque parti politique doit investir 50% de femmes pour ses listes, notamment dans le cadre des élections à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sauf qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que si jamais ils ne le font pas, ils ont juste une espèce d'amende, en fait, qui est une réduction des fonds qui sont alloués publiquement pour leur fonctionnement. Et du coup, ils se disent, bon, bah vas-y, on n'a qu'à investir que 30% de femmes, et puis on s'en fout des fonds publics, parce que de toute façon, on a suffisamment de thunes par ailleurs, ce qui est le cas, par exemple, chez LR. Et LR, ils s'en foutent depuis super longtemps, ils s'assoient dessus, ils s'en tapent grave. D'autres qui font quand même l'effort, mais qui, du coup, vont investir des femmes sur des circonscriptions qui sont plus difficilement gagnables. Par exemple, une députée les filles dans le 16e, on sait que c'est mort. Voilà. Voilà. Donc, généralement, quand vous mettez... vous savez que vous y tenez pas trop à cette personne, et qu'elle a quand même... Alors, elle est sur la liste, hein, elle est là sur la photo de classe, mais au final, on sait qu'elle sera pas élue. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment par là qu'il faut passer, les partis politiques. D'ailleurs, il faut savoir, par exemple, que dans les pays scandinaves, où la parité est quand même... c'est des modèles en matière de parité en politique, par exemple, il n'y a pas eu de quotas qui ont été mis en place dans la loi pour accéder aux fonctions électives. C'est passé par les partis politiques. Donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui, on voit que pour notamment la parité femmes-hommes, en France, les partis politiques sont un frein, alors que la loi existe, mais qu'ils trouvent un moyen de contrôler. Je sais pas si ça répond tout à fait. Quand on est un homme et qu'on veut s'engager en politique, quel rôle on a à jouer pour justement favoriser, accueillir, je trouve pas les bons mots, mais je pense que vous avez l'idée. Ouais, je crois bien. Laisser la place aux femmes, pas s'engager. Non, je déconne. non, je plaisante. Non, mais c'est une super question. Moi, je trouve que il y a des hommes en politique qui sont vraiment très engagés sur la question de la parité, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont sincères dans leur démarche, c'est pas qu'une instrumentalisation, parce que c'est vrai que c'est un peu... Aujourd'hui, on peut pas dire non, on veut moins de femmes en politique, c'est pas possible, c'est plus possible, on peut pas entendre ça. C'était possible auparavant, mais aujourd'hui, heureusement, on a déjà un peu avancé là-dessus. Donc je pense que les hommes peuvent clairement s'inscrire dans une démarche volontaire aussi, d'inclusion, mais je pense qu'il y a aussi... Vous voyez, dans ce dont je parlais, par exemple, les moments d'échange qui sont informels, je pense qu'au quotidien, les hommes peuvent faire en sorte de se dire « Ah bah tiens, on a oublié Machine, il faudrait peut-être lui demander si elle veut pas venir boire un verre après, ou bref, des trucs comme ça. » Et puis, rappeler en fait que la parité est quelque chose d'assez important, si vous y croyez, bien sûr. Moi, je vois qu'il y a des députés qui sont membres de la commission, membres de la délégation aux droits des femmes, et qui sont beaucoup plus investis sur la question de parité que certaines femmes. Donc, il faut vraiment s'inscrire dans cette logique d'égalité, mais vous pouvez être féministe en tant qu'homme, et c'est chouette. Et il faut davantage de personnes féministes, que ce soit des hommes ou des femmes, on s'en fout. Il faut qu'il y ait une certaine sincérité. Moi, je préfère un homme féministe qu'une femme anti-féministe, quoi, clairement. Et je pense que c'est comme ça que vous pouvez aussi, en portant un projet politique commun, parce que le féminisme, en réalité, c'est un projet politique, vers plus d'égalité, vers plus de participation, plus d'horizontalité. Donc si vous portez vous ce projet, il faut aussi une certaine cohérence dans le... Et c'est ce qu'on peut regretter aujourd'hui, en tout cas moi, ce que je regrette par exemple, des cadres des partis politiques qui proposent aujourd'hui la NUP, la NUPES, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, mais peu importe, qui s'affichent en féministes convaincus et qui ont un comportement qui n'est pas cohérent.
Enfin, je reprends l'exemple d'Adrien Quatennens, parce qu'en plus aujourd'hui on a eu davantage d'éléments sur ce qui s'est passé et ce qui se passe avec son épouse. On ne peut pas aller sur les plateaux télé et dire il faut absolument lutter contre les violences conjugales et rentrer chez soi le soir, mettre une gifle à sa femme et lui confisquer son téléphone, c'est pas possible. Et enfin, comme Julien Bayou, enfin, on ne peut pas être là avec son saxophone à jouer l'hymne du MLF et puis derrière avoir un comportement qui s'associe vraiment à des violences psychologiques à l'égard des femmes, c'est pas possible. Donc je pense que si les hommes ont prouvé que c'est possible en fait, moi j'ai envie d'y croire parce que j'ai été très déçue en fait par les hommes féministes en politique, pour le moment. Si ce n'est Lionel Jospin qui a quand même fait cette merveilleuse loi sur la parité. Je ne sais pas s'il est cohérent en prévention dans l'intime, mais voilà, je pense qu'il y a quand même ça aussi à faire. Est-ce qu'on a des raisons des girls club qui existent en politique ou du type franc-maçonnerie ou autre? Ça existe? Ça commence. Pardon? Et est-ce que c'est puissant? Alors, puissant non, parce que ça reste des femmes. Donc, forcément, elles ont moins de facilité à s'organiser, moins accès à ces cercles. Et puis, ça reste les hommes qui décident, comme dans beaucoup de domaines. Mais ouais, ça commence à émerger. Je peux pas dire que c'est relativement récent, mais je vais plus parler de choses que je connais. J'imagine que ça existait déjà auparavant, mais j'ai le sentiment que l'arrivée en 2017 de beaucoup de plus jeunes députés, notamment grâce à La République En Marche et La France Insoumise, qui ont fait quand même monter un certain nombre de femmes, jeunes femmes notamment, ont permis la création de ces espèces de réseaux. Je sais qu'au sein de La République En Marche, elles sont assez actives. Elles s'organisent beaucoup pour être entre elles et essayer de faire pousser un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs, je pense, grâce à elles que Elisabeth Borne a été nommée Première ministre. Ça, c'est sûr. Parce que moi, j'ai vu, même si mon engagement politique est très marqué à gauche, j'ai quand même pas mal de potes à La République En Marche, notamment de femmes politiques pour le coup, et j'ai bien vu que ça a commencé vraiment à être super vénère en fait. Elles se sont dit mais attendez, ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron nous a appelés pour qu'on rejoigne son équipe, maintenant on est élu, on se rend compte que quand il s'agit d'aller déjeuner avec le président, il n'y a que des mecs, quand il s'agit d'être à la tête du groupe politique, il n'y a que des mecs, s'il faut être il n'y a pas de première ministre, enfin, bref. Donc elles ont vraiment commencé à pousser une gueulante, hein, clairement. Et le moment assez marquant, ça a été quand ils ont créé cette maison commune pour les législatives. Donc avec, on pourra en parler Édouard Philippe bientôt, avec Horizon, quand ils ont créé l'espèce de groupe ensemble pour les législatives. Là, en fait, c'est assez ouf d'ailleurs, parce que c'était la même chose de côté à gauche, hein, ils ont beau se tirer dans les pattes les uns les autres, mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre au final. Quand on voit ensemble, il y a 4 mecs qui représentent les partis. Et donc Édouard Philippe, François Bayrou, de mémoire, pour le Modem, il y avait Riester pour Agir, je crois, et puis c'était qui pour La République En Marche du coup? Guérini, voilà, merci. Donc 4 mecs. Et là, vraiment, elles ont commencé à... Mais même, je me souviens, Caroline Janvier qui avait fait un tweet en disant super, merci. Bref, la prochaine fois, ça sert à rien de nous appeler. Elles ont commencé vraiment à pousser une gueulante. Et j'ai appris par ces réseaux-là, notamment, qu'elles étaient en train de s'organiser pour vraiment mettre la pression interne, de sorte à ce que les femmes commencent à vraiment prendre le pouvoir, quoi, concrètement, que ce soit plus une parité de façade. Donc, ça commence à s'organiser. Il y a une certaine solidarité aussi entre les femmes qui est en train de se créer, qui était moins évidente lorsqu'elles étaient moins nombreuses, évidemment. Et là, ça commence, on voit que ça commence à s'organiser. Chez les filles, elles ont fait une espèce de squad sur le modèle des démocrates, où elles essaient effectivement de se coordonner et de s'organiser. Elles avaient notamment mis en place un système qui voulait que pour la semaine du 8 mars, ce soit que des femmes qui soient représentées dans les médias pour lutter contre l'invisibilisation et le fait que c'est essentiellement des mecs qui sont appelés généralement dans le parti pour venir parler sur les plateaux télé.
Ça a été plus ou moins un échec. La version officielle, c'est que du coup, les journalistes leur disaient c'est pas la peine de venir. La version officieuse, c'est que les mecs appelaient et disaient ah bah non, je suis pas dispo, mais renvoyez pas vers leurs collègues femmes. Voilà. Mais il y a, ouais, ça commence à émerger. Donc voilà, affaire à suivre, mais ça existe. Pour revenir tout à l'heure, sur ce truc, j'ai répondu à ma question en insistant sur le rôle vraiment des partis politiques. Et aussi, bon, c'est clair que la société a aussi un énorme rôle à jouer. Aujourd'hui, dans un monde politique, on voit, enfin, dans la société, on voit vraiment un grand désintérêt, notamment des jeunes pour la politique. Et également le fait que les partis ont de moins en moins d'adhérents. Comment justement on peut pousser à avoir un nouvel intérêt pour les jeunes, notamment de s'investir dans les partis politiques pour pouvoir amener ce développement des nouvelles idées dans le monde politique. Alors, je suis totalement en désaccord sur le fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. C'est faux. Moi, je pense que les jeunes générations actuelles sont excessivement engagées politiquement. Ont un mode de vie, un comportement beaucoup plus politique que leurs aînés. Sachant que les aînés ont une certaine discipline civique qui consiste à, et citoyenne en quelque sorte, qui consiste à aller voter, mais qui reste du temps absolument à la foutre de prendre 15 fois l'avion par an, ou bref, de rouler en SUV ou quoi que d'autre, que sais-je. Bref, ils n'ont aucune conscience de ce qui est la politique, c'est-à-dire vivre ensemble. Eux, par contre, ils vont voter, ça c'est clair. Et c'est les seuls moments où vraiment il y a un engagement politique. Ce que je veux dire, c'est que si on réduit l'engagement politique à glisser un bulletin dans l'urne, c'est un peu léger et restrictif comme façon de voir les choses. Malheureusement, aujourd'hui, le moyen d'expression politique qui est le nôtre est celui du vote. C'est le seul, en fait. Quasiment. Après, vous pouvez participer à la démocratie locale, vous être élu, ou alors être investi dans tout ce qui est budget participatif, etc. Très bien. Mais en matière de politique institutionnelle et partisane, on est vraiment sur une expression de la participation politique qui est pour moi assez restrictive et qui ne témoigne pas en fait de l'engagement politique actuel. C'est-à-dire que les jeunes ne se retrouvent plus, à mon avis, et moi d'ailleurs aussi beaucoup, dans le fait de se lever un dimanche matin pour aller voter. Voilà. Je vote, l'un n'empêche pas l'autre. On peut manifester, avoir un comportement politique très engagé au quotidien, et puis aller voter aussi. Idéalement, c'est ce qu'il faut faire, j'imagine. Mais je pense qu'il faut, d'une part, changer notre rapport à l'exercice du pouvoir citoyen, parce que on est encore en démocratie, donc c'est nous qui exerçons le pouvoir, normalement, en tout cas de nos mandats. Donc il faut qu'on trouve d'autres moyens de s'investir vraiment d'une manière plus institutionnelle et partisane, avec effectivement peut-être des nouveaux moyens d'expression démocratique qui peuvent passer effectivement par des civic tech, enfin il y a plein de choses qui se mettent en place, des plateformes de participation, des conventions citoyennes, enfin il y a quand même beaucoup de choses qui se créent dans tout ce qui est démocratie participative et innovation démocratique. Donc ça, et la tech est très investie aussi là-dedans, donc ça c'est super intéressant de voir ce qui se passe. Donc renouveler les formes de citoyenneté, l'exercice du pouvoir, et aussi renouveler l'offre pour donner envie aux personnes d'aller voter pour quelqu'un en qui il et elle peuvent croire, en qui il et elle peuvent se projeter éventuellement. L'incarnation du pouvoir est quelque chose d'assez important. Pendant très longtemps, on disait non mais de toute façon on s'en fout, il faut voter pour un projet et pas pour une personne. Et maintenant il y a un peu des deux quand même. Le projet est important et la personne qui l'incarne, qui le porte aussi, est à mon avis très important. Donc il y a ça. Et un autre élément assez important, je pense qu'il faut faire un énorme travail sur l'éducation à la politique.
Parce qu'on voit bien, enfin, je sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'éducation civique au collège, au lycée, mais enfin, merci, quoi. On n'apprend pas grand-chose, le système est quand même relativement compliqué. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien dans mon travail, c'est-à-dire vulgariser, expliquer, donner les clés de compréhension. Parce que c'est clair que, moi, par exemple, ce que vous faites ici, je comprends rien, et j'ai pas envie de comprendre, parce que je regarde à peine, je suis laisse tomber, je vais passer à autre chose. Quand ça a l'air compliqué, on se démotive rapidement et on se démobilise rapidement. Si, dans notre corpus d'apprentissage, mais même dès la maternelle, hein, on nous expliquait un peu ce que c'est que la politique, à quoi sert un président, et puis aller encore plus loin, pour vraiment apporter cette culture politique et cette éducation, je pense que déjà on sera plus rapproché de ce qui se passe et on sera plus intéressé dans la question politique. Les gouvernants, aujourd'hui, ça les arrange quand même pas mal, qu'on n'y pique pas grand-chose, et qu'en plus, je veux dire, l'abstention, il faut arrêter, hein, ça arrange quand même pas mal de gens qui sont déjà en place. Parce que plus on les fait chier, et plus ils flippent, et plus c'est difficile de gouverner. C'est quand même... Enfin, les théoriciens de la pensée politique, les premiers, donc les Grecs notamment, avaient quand même souligné ça. La démocratie est un régime fondamentalement vicié si on est face à des citoyennes et des citoyens qui ne sont pas suffisamment éclairés, donc ce qu'on dit aujourd'hui, renseignés, informés, etc. Donc je pense que le désintérêt politique il vient aussi de là, du fait que les gens ne comprennent pas grand-chose, que les procédures sont relativement compliquées, et voilà, donc il y a un gros travail et une énorme responsabilité de la part de l'État et des gouvernements successifs par rapport à ça. Alors, comme vous n'avez pas encore posé de questions, vous avez dit que vous étiez favorable au quota. Donc, sauf qu'on sait que parfois, lorsqu'on instaure des quotas, ça peut engendrer la frustration de certaines personnes, notamment du genre masculin, qui peuvent voir leurs opportunités baisser parce qu'on laisse plus de chance aux femmes. Et du coup, dans le cas où on instaure ça dans un régime politique, est-ce que vous n'avez pas peur que ça engendre plus de tensions et du coup que ça crée plus de conflits au sein d'un groupe plutôt que d'avoir un groupe uni Alors, moi ma réponse c'est, ça fait des centaines d'années que vous êtes en train de faire vos trucs entre vous, que les femmes ne sont pas présentes, que l'on est sous-représenté. Vous avez quand même pas mal de chance qu'on vous demande juste d'être autant représenté que vous. Parce que si vraiment on voudrait rentrer dans une logique de rattrapage, clairement, là, il faudrait qu'il y ait 100% de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Clairement. Sauf que ce n'est pas le cas. Et qu'on bataille encore quand même pas mal pour vraiment arriver à accéder à des postes de pouvoir. Donc ça, ce serait ma réponse à moi. Ce sera, on est déjà bien sympa de laisser encore 50%. Voilà. Clairement. Sauf que ça créerait des conflits, de toute évidence. Mais on s'en fout en fait des conflits, des frustrations. Enfin, moi je m'en tape. Si demain on me dit Léa, on t'a investi parce que sur la liste il nous faut 50% et on pense que tu peux remporter une circo, etc. Mais du coup on n'investit pas Jean-Jacques qui est maire de Saint-Ouen ou je sais pas quoi depuis 40 ans et qui a déjà eu 2 postes au Sénat et ou à l'Assemblée nationale. Je m'en fous pour Jean-Jacques en fait. Et si lui ça lui crée des crispations et des frustrations, c'est son problème, il va les régler tout seul en fait, c'est pas grave. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est vraiment passé, hein, et qui continue de se passer, moins maintenant quand même. Mais lorsque la loi sur la parité est passée, pareil, des élus, notamment Marisol Touraine et ancienne ministre, etc., me racontaient, c'est surtout les jeunes hommes du PS qui leur disaient « Ah, on va avoir des carrières sacrifiées, etc. » Enfin bon, regardez-les aujourd'hui, je pense que leurs carrières n'ont pas été sacrifiées, en tout cas, tant pis, hein, ils avaient qu'à être mieux, tant pis pour eux. Parce qu'il reste encore de la place hein, pour les hommes, plus que pour les femmes en l'occurrence, puisqu'ils restent majoritaires dans les instances de pouvoir. Au Sénat, on est quand même qu'à, si je dis pas de conneries, 31% de femmes. C'est encore chaud, quoi. Assemblée nationale, 37%, enfin, je pense que c'est pas audible, en fait. Enfin, ce serait même complètement aberrant d'avoir un homme qui vient nous dire aujourd'hui ah là là, à cause de vous, j'y arrive pas. C'est un argument de merde en fait. Non, c'est pas à cause de nous, c'est parce que t'es nul. Voilà, c'est ça. Et, voilà. Et si peut-être tu faisais tes preuves, parce
Parce qu'en fait, la réalité du terrain, c'est que les femmes, étant donné qu'elles sont délégitimées constamment, qu'on leur laisse pas leur place, etc., elles vont bosser comme des malades mentales, de sorte à pouvoir accéder au pouvoir. Donc, résultat, elles sont meilleures que les mecs. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. Et c'est la réalité en politique, c'est clair. Hein. Il y en a beaucoup qui, sur le fond en tout cas des dossiers, bossent mais comme des oufs, maîtrisent leur dossier mais sur le bout des doigts, et face à un mec, ils sont genre hop, 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 hop. Voilà, c'est ça. La réalité aujourd'hui, c'est ça, parce qu'on demande aux femmes de faire leur preuve x 10, voire x 20, x 30, juste parce que ce sont des femmes. Donc oui, ça va créer des crispations, ça va créer des tensions, mais comme tout changement en fait dans la société. Mais c'est des changements et ces crispations, elles sont normales, elles peuvent se comprendre étant donné voilà, les circonstances, mais voilà, ça fait partie, en fait, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est comme ça, il faut que les choses changent. Est-ce qu'on parle des frustrations des meufs qui ne peuvent pas accéder au pouvoir? Est-ce qu'on parle des frustrations des 220 000 victimes de violences conjugales par an, etc. Non, pas trop, pas suffisamment. Donc je pense qu'il faut vraiment renverser, en tout cas, presque la charge de la culpabilité, quoi. Moi, je veux pas me sentir coupable parce que j'ai soi-disant laissé pris ma place à un mec. Jamais de la vie, quoi. Enfin, si on était dans une situation totalement égalitaire, je dis pas. Si effectivement, aujourd'hui, il y a 50% de femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat depuis genre des décennies, et que du jour au lendemain, on va dire tiens, on va en mettre 70, bon, je peux comprendre que les mecs fassent un peu la gueule. Mais là, c'est pas le cas. On demande juste notre place, c'est tout. Donc, tant pis pour ceux qui sont frustrés, ils diront, je sais pas, boire des verres, changer de métier, il faut une thérapie, enfin voilà. C'est pas grave. Puis on leur dira que c'est des hystériques. Pardon, ça m'énerve. C'est pas votre question qui m'énerve, pas du tout, mais c'est parce que c'est la réalité et vous avez raison. Ça crée des frustrations et des crispations qui sont totalement justifiées. Totalement justifiées. Il faut arriver à les dépasser pour vraiment. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, donc il faut y aller, quoi. Après, est-ce que vous ne pensez pas que ces quotas ils peuvent être quand même suivis d'une certaine réglementation? Enfin, si on vient et qu'on place une femme qui n'est pas forcément aussi compétente qu'une certaine personne de genre masculin juste pour pouvoir combler les quotas, à ce moment-là, c'est problématique quand même. Si vous pensez qu'il n'y a pas suffisamment de femmes compétentes? Non, pas du tout, je ne pas. Mais c'est juste que... Je pose la question parce qu'il y en a qui le pensent. Hein. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Si au détriment d'un homme compétent, on choisit une femme incompétente, bah, vous savez, il y a beaucoup de... Je crois que c'est Laurence Rossignol qui avait répondu ça. Elle a dit en fait la parité en politique sera vraiment acquise le jour où on aura élu et mis à la place d'un homme une femme incompétente. Voilà. Parce que des mecs incompétents, je peux vous dire, il y en a. Il y en a un paquet. Et les femmes, elles n'ont pas le droit d'être incompétentes en politique. Sauf que je plaisante. Enfin, à vrai dire. Pardon, il y avait d'abord une question. J'ai déjà posé une question. Oh, ok. Est-ce que justement ces quotas, ils n'entraînent pas un effet inverse envers les femmes? C'est-à-dire une forme d'illégitimité à se dire bon bah j'ai été prise parce que je suis une femme et pas parce que je suis compétente. Oh, il y en a un qui n'a pas écouté la première question. C'est la question que tu m'as posée tout à l'heure, Marguerite. En fait, quota ou pas, de base, on considère que les femmes ne sont pas légitimes. Donc autant avoir des quotas. Enfin, je veux dire, si c'est pour qu'on considère que je ne suis pas légitime... Non mais pas que les autres considèrent que les femmes sont légitimes. Que elles? Que elles-mêmes se considèrent comme légitimes. Pardon, donc c'est une vraie question, excuse-moi. Et tu as peut-être écouté le début. Oui, je vois ce que tu veux dire, te dire, ah bon, en fait, je suis qu'un quota. Oui, voilà. Ouais. Et alors Bah écoute, c'est pareil, quoi. Mais c'est une vraie question, tu vois, par exemple, moi, je me souviens de circonstances où on m'appelait pour intervenir sur les tables rondes, et on me disait, bon, je te cache pas, en fait, on trouve pas de femmes. Au début, ça me faisait vraiment chier. Je me disais, mais pourquoi vous m'appelez pas juste pour mes compétences? Et après, j'ai compris qu'on m'appelait pas pour mes compétences, et aussi parce que j'étais une femme. Donc c'est trop cool. En fait, je pense qu'il faut vraiment pas qu'on se prenne la tête là-dessus. Et je comprends ce que tu veux dire par là. Et je suis désolée de te tutoyer, je l'ai fait vraiment de manière assez naturelle. Donc je comprends ce que vous voulez dire par là. Néanmoins, je me pose la question, est-ce que, par exemple, est-ce qu'un homme pourrait se dire ça?
on met beaucoup dans la tête des jeunes filles, des jeunes femmes, que elles sont pas trop à leur place, notamment en politique, et pas forcément la façon dont elles sont éduquées, les rôles modèles, enfin tout ce qu'on a un peu abordé ce soir. Je me demande si un mec se poserait la question. Genre, je suis un quota, je suis pas légitime. Je sais pas. Peut-être, hein, mais... Parce qu'en fait, le procès de légitimité, la présomption de légitimité, parce que c'est vraiment une présomption hein, dans certains cas, les hommes, ça pèse pas trop sur eux, en fait. Enfin, moi en tout cas, j'ai le sentiment. En tout cas, moi j'espère que c'est pas quelque chose qui dissuade des femmes à y aller. Moi j'ai rencontré beaucoup de femmes, beaucoup de députés de la précédente législature, qui m'ont dit si Emmanuel Macron n'avait pas fait son appel aux candidatures de femmes, et donc on était vraiment sur un quota, hein, il disait moi je veux 50% de femmes, je veux présenter 50% de femmes avec En Marche, à l'époque, en 2017, qui m'ont dit si je n'avais pas entendu cet appel, je n'y serais pas allée, parce que je ne me sentais pas légitime. Et en fait, c'est le fait qu'ils disent il faut 50% de meufs, venez rejoignez-nous, qui m'a donné envie d'y aller. Donc, je suis pas sûre, ouais. Enfin, j'espère en tout cas que c'est pas dissuasif, effectivement. Bah, du coup, le monde politique, c'est évidemment les élus, mais c'est pas que ça. C'est aussi toutes les personnes à côté, et notamment les services de l'État. Comment est-ce que ça se féminise et c'est quoi les interactions du coup entre le monde politique qui change un petit peu et ces services-là qui ont une forte inertie souvent? Ouais, très bonne question. Moi, je l'aborde un peu, la question de la fonction publique, notamment territoriale, où il y a encore pas mal de boulot. Il y a des politiques volontaristes en quelque sorte, notamment sur le fait de faire avancer les femmes dans des services, etc. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. À ma connaissance, il n'y a pas de quota. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne vais pas dire de bêtises, mais pas à ma connaissance. C'est un milieu que je connais moins bien. Clairement, c'est plus la politique politicienne que je connais. Et moins tout ce qui est services techniques. Mais effectivement, enfin, les services vraiment de l'État, qu'ils soient déconcentrés ou même nationaux, c'est un véritable enjeu, puisque la politique au quotidien se joue là. Mais pareil pour les collaborateurs et collaboratrices d'élus, que ce soit au niveau local et au niveau national. On le voit aussi dans les conseils départementaux, régionaux ou encore municipaux. Au-delà des élus, il y a aussi leur cabinet, leur équipe, les services, etc. Donc là, je pense que ça mériterait d'aller, de chercher encore plus. Et je pense que c'est même, il faudrait que ça fasse l'objet d'une étude à part entière, pour le coup. On a assez peu de recul et de visibilité là-dessus. Déjà que pour écrire ce livre, j'ai vraiment galéré à trouver des sources. Mais là, c'est encore, ouais, c'est un vrai sujet, encore très compliqué. On m'a parlé il n'y a pas très longtemps de la notion de falaise de verre, du fait qu'on mette les femmes au pouvoir, à la tête de certaines institutions, en fait, au moment où elles sont en train de se casser la gueule, quoi. Et du coup, typiquement en politique, est-ce que c'est une réalité et, quels sont les facteurs qui expliquent ça? Alors, les facteurs qui expliquent ça, je ne sais pas, si ce n'est que les hommes sont peut-être pas très courageux. Ça, c'est peut-être un facteur. La falaise de verre, effectivement, c'est un concept assez qu'on a mis en avant assez récemment. Et en politique, je vais vous donner deux exemples très simples. C'est Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, mais aussi Elisabeth Borne. Hein. Je peux développer après si vous le souhaitez, mais Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Parti Socialiste, intention de vote, 0. Enfin, j'exagère, mais avant qu'elle soit nommée. Hein. De toute façon, tout le monde savait que c'était mort pour le PS. Depuis 2017, c'était cuit. Donc, clairement, ils étaient là, oui, bon, on n'a qu'à mettre une femme, de toute façon. Ça ne pourra pas être pire que ce soit d'autre. Je pense sincèrement que si le Parti Socialiste, si les intentions de vote pour le Parti Socialiste étaient aux alentours de 20% en septembre 2021,
À mon avis, il y aurait eu d'autres personnes pour se présenter à la place d'Anne Hidalgo. Au-delà de Stéphane Le Foll qui était dans un délire total. Ça, c'est autre chose. Mais typiquement, un Bernard Cazeneuve, à mon avis, il aurait peut-être pointé le bout de son nez en se disant bon voilà, il y a une carte à jouer. Le mec, il a vu que c'était complètement fou, ils se sont dit bon bah vas-y, tant qu'on y est, autant balancer Hidalgo, sera pour on en est. Et Pécresse, c'est légèrement différent parce que c'est quand même un vote des adhérents. Donc ça change un tout petit peu la donne. Mais LR n'avait pas le vent en poupe non plus à ce moment-là, globalement. C'est un peu remonté lorsqu'elle a été désignée parce que c'est un petit phénomène de rattrapage qu'on constate régulièrement dans les sondages lorsque quelqu'un est désigné pour qu'on n'a pas constaté avec Anne Hidalgo pour le coup. Mais en tout cas avec Pécresse, oui, ça a été le cas. Mais avant ça, alors il y avait du monde au portillon, hein, clairement, mais enfin, la présidentielle, elle était plus ou moins pliée, quoi. Enfin, le seul qui croyait, c'était Xavier Bertrand, en gros, ça l'a emmené, quoi. Je suis désolée, mais côté LR, c'était pas glorieux. Donc, voilà. Et pour le cas d'Elisabeth Borne, il y a le moment de la lune de miel en politique, entre les électeurs, électrices et le gouvernement et le président de la République et le parti politique en place, la majorité présidentielle. En 2017, c'était clairement une lune de miel. Enfin, je veux dire, Édouard Philippe, voilà, c'était une rockstar, quoi. Il débarque, tout le monde est trop content que ce soit un jeune président, quelqu'un qui va changer le pays, quelqu'un qui va vraiment faire de notre pays quelque chose d'exceptionnel. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Avec un peu de recul, c'est pas si fou. Voilà. En tout cas, la com, le marketing a bien fonctionné. Je pense qu'Elisabeth Borne aurait été ravie d'être première ministre à ce moment-là, et que ça aurait été beaucoup plus simple pour elle. Là, il la place à un moment donné où quand même c'est super chaud, quoi. Il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, et face à une majorité relative. Super. Il va lui balancer la réforme des retraites. Elle se tape la crise économique et sociale qui découle de la crise due au Covid-19 et un tas d'autres choses. Par là, entre-temps, les gilets jaunes sont passés par là, etc. Bref, c'est quand même pas un cadeau. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Clairement, même en tant que première ministre. Donc voilà, je pense que ça se constate, en tout cas, ça se confirme sur ces exemples-là, par exemple. Mais je pense que c'est aussi pareil pour y aller le point de Pivet. Enfin, c'est pas un cadeau que d'être à la tête de l'Assemblée nationale au perchoir lorsque vous avez perdu la majorité absolue, que vous avez quand même 93 députés RN dans l'hémicycle, des députés France Insoumise qui sont sur Aix. Enfin, et quand même, pareil, j'aimerais pas être à sa place. Mais si on continue et qu'on fait la liste, Aurore Berger, c'est pareil, quoi. Enfin, elle est à la tête d'un groupe politique qui a perdu sa majorité. Alors que Castaner c'était qui celui qui a les cheveux bouclés, les lunettes, Richard Ferrand, était en mode pépouze pendant 5 ans, parce qu'il n'y avait rien à faire, tout le monde était là, au garde à vous, avec une majorité absolue, et voilà, ils n'ont pas eu grand-chose à gérer. Mais Aurore Berger, on l'aime, on ne l'aime pas, moi je l'aime pas, bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même pas non plus un cadeau que de gérer un groupe parlementaire qui a perdu sa majorité absolue. Enfin, ouais. Je pense qu'on peut y réfléchir, il faut peut-être d'autres exemples, mais il y en a déjà, je trouve que c'est pas mal déjà. Je voudrais bien parler un peu de la sphère politique, mais pour parler plutôt de la visibilité des femmes sur Internet, des femmes politiques en particulier. Voilà, aujourd'hui, les femmes politiques, sur Twitter, reçoivent des attaques quasiment tout le temps dans notre société patriarcale. Et ça fait quelques années, quelques temps que les streameuses sur Twitch s'expriment publiquement sur toutes les violences qu'elles reçoivent quotidiennement. Et elles ont été reçues récemment par je ne sais plus quelle ministre, je m'excuse.
Est-ce que, quelle réponse peut-on apporter à ça? C'est une question qui est extrêmement compliquée, mais est-ce que par exemple le fait que les streameuses soient allées voir les politiques, est-ce que vous pensez qu'il y aura une réponse de ce milieu-là? C'est très complexe. C'est super compliqué. Pour moi, avoir vécu ça et le vivre régulièrement, des vagues de cyberharcèlement assez violentes, franchement, c'est vraiment pas génial, je dois le dire. Il y a plusieurs choses. Déjà, à la base de la base de la base, il faut rappeler aux mecs qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec les meufs. Mais ça, c'est global. C'est dans l'éducation. Il faut rappeler aux mecs qu'ils peuvent pas agresser des femmes, qu'ils peuvent pas violer des femmes, qu'ils peuvent pas insulter des femmes, que ce soit dans la vraie vie, in real life, comme on dit, et sur Internet. C'est pas possible, en fait. Faut arrêter. Donc, il faut casser cette... On a le sentiment, en fait, que quand on est une femme, face à des hommes, et notamment sur Internet, on est vraiment excessivement vulnérable. Vraiment. Déjà parce que c'est des lâches, du coup, ils vont se cacher derrière des pseudos à la con pour venir nous insulter et nous dire que ils espèrent qu'un migrant va nous violer bientôt, qu'ils vont nous retrouver pour nous buter, que ceci, que cela. Bon, c'est à peu près les messages que je reçois, hein, donc voilà, super. Jusqu'au point où moi, ils m'ont vraiment retrouvé. En fait, ils ont retrouvé l'adresse d'une personne de ma famille, ils sont allés taguer des insultes en bas de l'immeuble. Et là, quand ça vous arrive, c'est quand même assez inquiétant. Parce qu'on se dit tout le temps, ils vont pas passer à l'acte, c'est que des menaces, ils ouvrent beaucoup leur bouche, mais en fait, c'est des incels qui sont derrière leur ordi, comme ça, des cons, et qui ont que ça à foutre. Non, en fait, il y en a qui vont vraiment, qui se déplacent, quoi, physiquement. Donc c'est quand même très, 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 très inquiétant. Et c'est ce qui est arrivé notamment à un certain nombre de twitcheuses, de streameuses sur Twitch, dont un mec qui s'était fait passer pour un livreur, qui avait débarqué en bas de chez elle, un truc super glauque, quoi, qui avait réussi à choper son numéro de téléphone et son adresse. Donc ça, c'est super flippant. Donc il faut déjà se protéger aussi nos données personnelles, et ça, il y a une certaine responsabilité, notamment de la part des plateformes. Et je pense à Twitch, je pense à Twitter, je pense à plein de plateformes. Que nous aussi, on se protège et qu'il y ait une certaine éducation à l'utilisation de nos outils numériques. Qu'on sache où vont nos données, comment elles sont partagées, qui peut y avoir accès, comment mettre aussi prévenir ça sur la double authentification. Vous voyez, par exemple, c'est un truc à la con, mais moi je viens d'être comment on appelle ça, certifiée sur Instagram, et j'en parlais avec un pote et il me disait il faut absolument que tu mettes en place cette double authentification. C'est-à-dire qu'ils m'ont filé toute une série de codes, et en plus de ça, je m'identifie aussi sur mon téléphone, etc., parce qu'en fait, ils me disaient, lorsque tu es certifié, les comptes, notamment de femmes, féministes, d'ailleurs, sont vachement plus hackés, etc. Donc il faut vraiment mettre... Je savais même pas qu'il y avait un truc de double vérification. Rien que ça, c'est super important. Donc aussi, nous, qu'on soit éduqués à l'utilisation de ces outils, et qu'on puisse prévenir la fuite de nos données, nos informations personnelles, etc. Ensuite, qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire? Ça, c'est une vraie question. C'est pas moi qui vous pose la question, c'est eux. Voilà, c'est eux qui ont les moyens d'action. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on est face à ces situations-là, il n'y a aucune réponse. C'est-à-dire que moi, je me souviens, par exemple, c'est bon, je vais vous la faire un peu de manière caricaturale, mais parce que c'est drôle aussi. Lorsque ça m'est arrivé, je suis arrivée... déjà, j'avais peur de tomber sur un facho, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de racisme dans la police, voilà, faut le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est des études. Donc je me suis dit, est-ce que quand je vais débarquer au commissariat, je vais tomber face à un mec qui en fait va me dire ah bah tu l'as bien mérité parce que moi je me prenais une vague de cyberharcèlement de la part de la fachosphère. J'avais un peu peur de ça. Honnêtement, je me suis dit, j'ai quand même une chance sur deux pour que ce soit le cas. C'est quand même un peu flippant. Au même titre que les femmes qui vont porter plainte pour violence sont parfois face à des officiers de police judiciaire ou autres qui sont eux-mêmes auteurs de violence, qui ne sont toujours pas écartés. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les commissariats français, pas la gendarmerie, parce que maintenant ils ont mis en place des bonnes pratiques, comme on dit, vous pouvez potentiellement, lorsque vous allez porter plainte à la police, vous retrouver face à un homme qui va prendre votre plainte, alors que vous avez quand même dit que vous portez plainte pour violence sexuelle ou sexiste, voilà, qui potentiellement est auteur de violence ou a été condamné, etc., et qui est là, et qui va prendre votre plainte. Donc il y a quand même un petit problème. Donc rien que ça, moi, ça m'inquiétait un peu.
Et en fait, quand j'ai débarqué, ils ont pris ça très au sérieux. Ils se sont dit, ah, mais vous êtes journaliste et tout, politique, machin. Donc, j'ai eu un traitement assez cool. Enfin, pour le coup, ils ont été super sympas. Et tout de suite, ça les a un peu fait flipper. Ils étaient là, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut agir? Je vais faire remonter, machin, bref. Au final, après des heures et des heures d'attente, la personne qui m'a reçu, le policier qui m'a reçu dans son bureau m'a dit, écoutez, c'est simple, on peut rien faire. Je dis, ah, ok, bah, super. Salut, du coup. Il était là, ouais, vous voulez porter plainte? Je dis, bah, ouais, oui, je vais déposer plainte contre X, du coup, enfin, je sais pas ce qu'on peut faire. Bref. Donc, très difficile de vraiment arriver à remonter jusqu'aux auteurs des faits. Souvent, les comptes, en plus, sont créés dans la minute, puis après supprimés dans la foulée, donc impossible de tracer qui c'est. Donc, très difficile techniquement de répondre à ça. Je pense que clairement les agentes sont pas suffisamment bien formés aussi à ce type de violences, qui sont des cyberviolences, et il n'y a pas suffisamment de moyens. Enfin, il y a une plateforme qui est en ligne où vous pouvez porter plainte en ligne, etc. Mais les traitements prennent énormément de temps. Enfin, c'est une question très compliquée. Mais je pense que la base, en fait, c'est juste de changer l'éducation et la perception qu'ont les hommes des femmes, surtout. Et qu'un homme, non, ne peut pas se permettre tout permis quand c'est une femme qui est en face de lui. Merci beaucoup de vos réponses. S'il y a une dernière question avant qu'on clôture cette conférence, allez-y. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie d'être venus. C'est vraiment un plaisir de vous avoir là et merci encore Léa d'être venue. Avec plaisir, merci à vous, merci de votre attention. Et si vous voulez lire son livre, venez nous voir, ça s'appelle Plus de femmes en politique. Et c'est donc Clément et moi on est en train de le lire là, on a quasiment terminé et c'est super intéressant, il y a plein de chiffres. À la fin il y a toutes des pages qui résument avec plein de sources, plein d'articles super intéressants. Et la particularité du livre, donc, c'est qu'il a été fait avec beaucoup d'interviews, donc c'est une soixantaine, 60 femmes politiques de tous bords politiques et de tous métiers, sauf le RN, qui ont été interviewées. Donc c'est des récits, des anecdotes, des exemples précis, donc c'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à l'acheter si vous voulez. Et là, si vous voulez, on va au bar une petite demi-heure avec la Moncel, donc vous pouvez venir pour discuter de manière plus informelle et tout, c'est cool. Voilà, on vous propose à tous. Bon, merci beaucoup encore.